Donc tu vas découvrir ça un petit peu comme notre clientèle. Valérie Schneider a inventé il y a 3 ans le sur-mesure, une sorte de haute couture de l'huile d'olive. Chaque client peut choisir son assemblage et mélanger les différents goûts. Je commence par la Grossane, qui est une huile d'olive. Une huile d'olive se déguste exactement comme un vin. Exactement. D'ailleurs, Éloi, qui est un fin connaisseur dans les vins, déguste l'huile d'olive. Il y a une odeur, il y a une texture, il y a des goûts de fruits. On trouve des goûts d'agrumes, des goûts de fruits rouges, même des fois des goûts de bananes. C'est très doux au nez, très fin. Éloi d'Urbach n'est pas un client, c'est un ami de Valérie, un grand dégustateur dans le vin. Un peu amande amère, tu sais, benjoin, voilà. Non, c'est très doux. Je ne vais pas dire parce que c'est une déformation de vigneron, presque molle, voilà. Le nez? Le nez, un peu, tu sais, très végétal, herbe fraîche, écrasée, là, comme après avoir tondu un gazon, c'est marrant, hein. C'est bon, hein. Et ça, tu regardes comme elle te reste long, longtemps. Le goût est très très long, voilà. Et piquant. Ouais. Voilà, maintenant on a le piquant. Voilà. Oui. Picholine. De douceur et quelque chose de vert quand même aussi. Tu as quand même l'herbe coupée. Hein. Alors là, tu as plutôt un goût, tu verras, d'artichaut cru. C'est artichaut cru vert, là, quand ouais, tu croques une feuille d'artichaut. Et puis alors là, c'est le poivre et tout ça, les épices. Ouais, c'est étonnant. Hein. Sur un poisson en fin de cuisson, t'arroses de picholine pure, c'est extraordinaire. Mais tu vois, là j'ai le goût. Là. Maintenant, j'ai le poivre et le piquant dans la gorge. Ouais. Ouais. Chaque huile a son usage, comme chaque vin a son plat. Cette huile sur mesure coûte 36,60 € le litre, 240 francs, le prix d'un grand cru dans le vin. Alors tu voudrais associer quoi? Dis-moi maintenant. T'es un consommateur, t'aimerais faire quoi comme mélange en finale? Moi je voudrais Grossane et Picholine. Voilà, moitié-moitié. Voilà, c'est l'assemblage des extrêmes. Voilà, merci. Ça c'est ta bouteille. Voilà, je fais mon huile d'olive, goût d'Éloi. Nous sommes dans la vallée des Baux-de-Provence, dans une propriété de 196 hectares qui a été achetée il y a 3 ans par la famille de Valérie Schneider. La famille Schneider est suisse. Ce sont les propriétaires des montres Breitling. Et voilà Max. Viens là. Alors Max, c'est un petit bébé ragondin de 15 jours. Lorsqu'il n'est pas dans la poche de sa maîtresse, Max, le petit ragondin, vit dans cette caisse. Une femme tout à fait normale qui part au travail. Le travail de Valérie, c'est la vigne et les oliviers. 48 hectares d'oliviers. Il y a des variétés qui n'ont pas les mêmes goûts, exactement comme les cépages pour la vigne. On a de la Picholine, Salonnin, Grossane et Berruguette. Les 4 variétés de la vallée des Baux. Depuis 3 ans qu'ils l'ont acheté, Valérie et son mari investissent beaucoup d'argent dans la restructuration de la propriété. Ils visent le haut de gamme, pas seulement pour le vin, pour l'huile aussi. Cette arrivée est magnifique, j'adore cet endroit. Donc le château est tel quel, hein, on n'a rien touché. Il y a l'épicerie du château où on vend les produits d'épicerie fine, l'huile d'olive, le vin, enfin plein de choses gourmandes. Voilà, nous voilà au Castel. Allez, viens Ramsès. Je vais aller poser mon ragondin au bureau. Bonjour Delphine. Je vous amène le bébé. Mais vraiment, faites gaffe parce qu'il a pris, il monte là puis il se jette sur les rebords. Ok? Ça, c'est ma nurse. Mon assistante est la nurse de la famille. Voilà. Le mari de Valérie, Rémi Reboul, s'occupe de la partie agriculture, la vigne et les oliviers. Il est allé chercher les meilleurs conseillers. Pour le vin, il a donc fait appel à un des grands noms de la viticulture, Éloi d'Urbach. Le point commun, c'est le terroir. La vigne pousse
Ici à Estoublon, sur un terrain graveleux et filtrant, vous voyez à droite et à gauche, c'est la même chose. C'est une plantation d'oliviers. C'est le terroir qui est le support de la plante et c'est lui qui donne le goût à la plante. Et l'homme, après, joue simplement sur les variétés, le mode de culture. C'est vrai qu'on taille les oliviers pour laisser peu de branches, pour que la production soit limitée. C'est la même chose pour la vigne. Et l'autre point commun, c'est que ce sont deux cultures, deux plantes qui aiment les terrains très pauvres, méditerranéens, chauds, ensoleillés et ont peu de besoin en eau. Donc deux plantes rustiques. Quel bonheur! D'abord, c'est origine sud-Italie. À l'heure du déjeuner au château d'Estoublon, on pique-nique avec le personnel. De la plus belle manière de... Aujourd'hui, Valérie a invité Bruno Delorgue, un restaurateur célèbre de la région, le spécialiste de la truffe, car ils ont un projet ensemble. Ils vont lancer une huile qui risque de ne pas être à la portée de toutes les bourses. On sera les seuls sur le marché mondial à avoir une huile d'olive du château d'Estoublon, entièrement naturelle, à la truffe noire, 100% naturelle. Je peux vous dire que j'ai déjà fait des essais. On a l'impression que vous croquez dans une truffe noire. Vous mangez une truffe noire. L'huile sera vendue entre 45 et 75 €, 300 à 500 francs le quart de litre en fonction du cours de la truffe. Ici, de toute façon, on a décidé que tout devait être exceptionnel. On joue la carte du luxe. Pas seulement pour le contenu. Ce jour-là, Valérie reçoit le designer qui conçoit le contenant. Est-ce qu'on prend de l'argent ou on prend de l'or? Donc moi, je suis pour l'or. Moi, je trouve que l'or, c'est plus précieux. Il faut que le client, quand il prenne son flacon entre les mains, il se rende compte déjà par la présentation du flacon que c'est quelque chose de précieux. L'or et la truffe, c'est quand même quelque chose de très précieux. L'or et la truffe. Comme quoi, l'huile et la truffe, c'est quand même deux produits très précieux, c'est vrai. Le lapsus est révélateur. L'huile d'olive devient l'or vert. Avec l'huile d'olive, il y a beaucoup d'argent à faire. Au Baux de Provence, il n'y a pas que des gens très riches. C'est 12 km plus loin, dans la vallée, au mas de Vaudoret, qu'habite Edith Bézy, une fille du pays. Elle est revenue s'occuper de la propriété familiale lorsque son père est tombé malade et a été obligé d'arrêter de travailler. Ce sont des produits chimiques que l'on utilisait il y a une vingtaine d'années pour traiter les oliviers qui avaient intoxiqué Henri Bézy. À l'époque, on méconnaissait les dangers de ces traitements. Avec ce qui est arrivé à son père, Edith Bézy a fait le choix de l'agriculture biologique. Autrefois, ces terres arides ne valaient pas grand-chose. Une olive de l'année dernière. Mais leur prix a doublé, triplé à cause de la mode de la Provence, la mode aussi de l'huile d'olive qui attire les investisseurs et les gens fortunés. Le problème, c'est qu'un jeune ne peut plus s'installer ici, comme le faisaient mes pères et mes parents, mes grands-parents. Il y a une telle demande extérieure pour des exploitations agricoles qu'un jeune ne peut plus s'installer de nos jours dans la vallée des Baux, sauf s'il est plein de pognon et s'il hérite. Quelle huile d'olive convient pour un bon ail d'olive? En fait, l'huile que l'on préfère. J'utilise une huile sage, c'est-à-dire ni trop verte, ni trop mûre, mais parfumée. Merci. Allez, bon appétit. Allez, merci. Je serai. Voilà, et là c'est bio et bio, je sais pas si c'est voilà. Ah oui, il faut jamais oublier. Les huiles que vend Edith Bézy coûtent 16,50 € le litre, aux alentours de 100 francs. C'est si cher parce que la main-d'œuvre représente 70% à peu près du prix de l'huile d'olive. Vous avez aussi une autre raison. Nous ne sommes pas spécialisés en France en général et dans la vallée des Baux en particulier dans de l'hectare qui fabrique de l'huile absolument. Nous, on a des rendements moindres pour avoir de l'excellence, pour avoir une qualité extraordinaire. Automatiquement, vous avez autant de travail pour un hectare qui va vous faire des milliers de litres que pour un hectare qui va vous faire quelques centaines de litres. Et là aussi, ça se paye. Là où l'on fait des milliers de litres à l'hectare, c'est en Espagne. 30% des oliveraies de la planète, des millions d'arbres plantés pour l'essentiel en Andalousie. Le premier producteur avec 1 400 000 tonnes d'huile, pratiquement la moitié de la production mondiale. Nous sommes à la coopérative Oleo Estepa, à côté de Séville, le plus gros fabricant, le plus gros exportateur de vrac.
Il sait fabriquer en quantité industrielle les huiles en fonction des goûts des consommateurs des différents pays. En plus de l'analyse chimique, on la goûte. C'est comme ça que l'on maintient le même équilibre et la même couleur. En fonction du client et du type d'huile qu'il nous demande, nous ajustons le mélange et la composition dans la salle de dégustation. Il y a deux types d'huile, le fruité vert et le fruité noir, comme il existe des vins rouges et des vins blancs. Le fruité vert est fait avec des olives qui n'étaient pas mûres, le noir avec des fruits qui étaient à maturité. Les goûts sont très différents, piquants et herbacés pour le vert et doux et confits pour le noir. Si les verres à dégustation sont bleus, c'est pour que la couleur n'influe pas sur les jugements. L'un des destinataires de cette huile est la France. Cette année, nous avons déjà vendu plus de 600 tonnes en France à des groupes importants, mais aussi à des petits moulins de la Côte d'Azur et de la région de Marseille. Vous pouvez nous donner les noms de vos acheteurs en France? Non. Moi, ça ne me dérangerait pas, mais je ne suis pas autorisé. L'huile s'en va d'Andalousie par la route, mais plus encore par la mer. Nous sommes sur le port de Malaga, tout au sud. Quelques immenses citernes permettent de la stocker en attendant les bateaux qui l'emporteront le plus souvent en Italie. C'est le principal acheteur, car bien des huiles italiennes sont en fait espagnoles. Pour tenter d'éviter les trafics, à chaque arrivée de camion, un homme est chargé de contrôler la qualité de l'huile. Ce que nous faisons ici dans le port de Malaga, c'est de vérifier que l'huile qu'on a achetée est conforme. Ce qui passe par le port de Malaga n'est pas seulement destiné à l'alimentation. Il y a également de l'huile de mauvaise qualité, pour la savonnerie par exemple. Oui, effectivement, c'est une vierge extra. Une vierge extra très bonne. Elle est très différente de l'huile lampante, que évidemment je ne goûte pas, car son acidité est très élevée. Cette huile va directement dans les raffineries. Elle ne peut pas être mise en bouteille. On l'appelle l'huile lampante. On l'utilisait autrefois dans les lampes pour l'éclairage. La lampante a une odeur caractéristique de rance. Elle n'est pas dangereuse mais donne de bonnes indigestions. Nous sommes à Aix-en-Provence, où se trouve l'usine d'embouteillage Le Sieur, le deuxième distributeur d'huile d'olive en France. Il vient d'où ce camion? Il vient d'Andalousie. Il vient d'Andalousie, de chez un autre producteur que la coopérative Oleo Estepa. On va décharger le camion citerne dans les cuves qui se situent ici dans la cuverie. Une fois que ces huiles d'olive sont réceptionnées, on va réaliser l'assemblage. L'assemblage, car pour que leur huile ait le même goût tout au long de l'année, alors que les saveurs évoluent avec le temps, les grands distributeurs en font venir de plusieurs pays. Et c'est en fait en mélangeant des arômes différents qu'ils obtiennent un goût régulier dans leurs bouteilles. Mais cela, le consommateur ne le sait pas. On indique sur la contre-étiquette, par souci de transparence, mais simplement parce que c'est la réalité du produit, que l'huile d'olive est un résultat d'assemblage des crus d'huile d'olive de Méditerranée. Et vous pensez que le consommateur, en lisant ça, comprend que l'huile n'est pas française? Il a le moyen de retrouver cette information-là. Par ailleurs, tout ce que nous disons dans notre communication va dans ce sens-là. Quand on utilise une communication télé avec la musique de Tino Rossi de Méditerranée, on évoque toute cette richesse des territoires de la Méditerranée. C'est cette richesse-là qui nous permet d'avoir un produit de bonne qualité tout au long de l'année et d'un produit constant. Oui, mais le consommateur veut savoir aussi d'où vient l'huile et quelle est son origine.
Il a un vrai souci de traçabilité en ce moment. Oui. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuages, au ciel enchanté. Nous sommes dans un des hypermarchés de la banlieue de Marseille. Christian Telade est le représentant du syndicat qui regroupe aussi bien les distributeurs que les petits producteurs d'huile d'olive. Alors, quelles sont les bouteilles qui contiennent une huile française sur ce rayon? Difficile à dire. Si vous pouvez peut-être me dire, je sais pas. Moi, j'ai pas vu, mais je sais pas. Là, c'est marqué. Royal Malmaison. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'oliviers à Royal Malmaison. Alors, tournez la bouteille de l'autre côté. Je sais pas. Là, c'est marqué. Non, ce n'est pas marqué. Bon, ça vient pas de Royal Malmaison, ça c'est sûr. On voit ici qu'on ne peut pas savoir sur la moitié des huiles présentes dans ce rayon, on ne sait pas exactement si l'huile est produite dans un pays ou dans un autre, ou c'est un assemblage de plusieurs pays, on ne le sait pas. Alors, si on apprenait au consommateur que cette huile n'est pas provençale, quelle va être sa réaction selon vous? Il ne va pas se sentir trompé à votre avis? Non, je ne pense pas. Vous connaissez ces huiles? Oui, enfin, c'est une vieille marque de la région. Alors, si jamais je vous dis qu'à l'intérieur, ce n'est pas une huile provençale? Ben, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Parce qu'on fait un joue un peu le terroir. C'est assez gênant. On est quand même producteur d'huile. Je comprends pas. Ben, en fait, je peux vous dire que dans tout ce rayon, il n'y en a qu'une seule qui est française. Une seule qui est française? Ah, c'est là? Si vous prenez un produit d'appellation d'origine, que ce soit Nyons, Vallée des Baux, etc., vous êtes sûr que ça vient de cette région qui est délimitée, etc. Il faut savoir quand même qu'en France, la consommation totale d'huile d'olive est de 80 000 tonnes, la production française de 3 000 tonnes. Et donc on est bien content d'avoir toutes ces grandes marques qui vont sélectionner pour nous, consommateurs, des produits à l'extérieur et qui font un produit de qualité à un prix abordable pour le public. Il est sûr que l'on ne trouve pas des huiles françaises à moins de 6 € le litre. Et tout le monde reconnaît que la qualité des huiles de ces grandes marques est irréprochable. Oui, ce qui fait le plus bondir, c'est ce qu'on voit sur les marchés en Provence, où on a des linéaires d'huile d'olive avec des noms fantaisistes et de l'huile soi-disant de la région. Le vendeur a des oliviers devant sa villa, et puis il vend son huile, et en fait, c'est pas vrai. Et donc ça c'est très grave. Exemple, ce marché à Aix-en-Provence, un jeudi matin, il y a un stand qui propose un choix d'huile d'olive, style petit producteur de la région. Il vend 2 huiles vierges extra, les étiquettes sont simples, genre petite production familiale. Bonjour. Et puis, je vais voir, je vais essayer de prendre un peu d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. C'est quoi la différence là? Alors, je vous explique. Là, vous avez de la filtrée, là, vous avez de la non filtrée. Les deux sont de Provence. Alors, c'est des huiles de Provence. Les huiles valent 10 € le litre, nettement plus cher qu'en grande surface, mais une sacrée bonne affaire pour une huile provençale. Nous lui avons acheté une bouteille de chaque et nous l'avons apportée à Marseille, au laboratoire de la répression des fraudes. Chaque année, 3000 échantillons d'huile d'olive y sont analysés et la majorité des fraudes constatées sont le fait de petits vendeurs ambulants. La procédure est toujours la même, 4 experts sentent et goûtent les échantillons qui seront ensuite analysés par le laboratoire. La première bouteille, que le marchand vendait comme provençale, vierge extra et filtrée. Là, on a l'odeur bien caractéristique du bourgeon de cassis. Hein. Ça, je vais marquer dans les autres caractéristiques. Alors, bourgeon de cassis, c'est-à-dire? Le bourgeon de cassis est usuellement reconnu comme étant traditionnel de l'huile espagnole. Vous voyez, c'est pas très élégant, mais en fait, quand je fais du bruit, c'est que j'aère toute la partie pour faire beaucoup de rétronasal. Alors, peut-être que le défaut serait un peu confirmé au goût. Bon, le cassis, bien sûr, est confirmé, donc, mais c'est pas un défaut majeur. Par contre, la typicité espagnole est flagrante, pour moi. Il faudra voir avec les autres dégustateurs. Bon espagnol, ça. Ouais, c'est pas mauvais, hein.
Les 4 experts sont formels, l'huile est espagnole. La deuxième huile, d'après le vendeur ambulant, toujours provençale, vierge extra, mais non filtrée. Une forte odeur de rance. Alors là, le rance est très prononcé. C'est presque un goût de plastique, comme une toile cirée qui aurait mal vieilli. Et donc vraiment, c'est une huile pas bonne. Ouf. Déjà au nez, pas agréable du tout, hein, celle-là. J'espère que c'est pas une vierge extra, parce que sinon, il va falloir décoller les étiquettes. Et en ce qui concerne la provenance, vous avez une petite idée? Non, le défaut masque pratiquement toutes les autres sensations olfactives ou même en termes de goût. Donc non. Et à l'unanimité aussi, d'accord pour déclasser cette huile qui a une dénomination d'huile vierge extra en huile vierge courante, c'est-à-dire une huile qui ne doit pas être consommée en l'état. L'analyse chimique du laboratoire a révélé plus encore. Il s'agissait d'une huile lampante, celle qui ne doit pas être consommée et qui doit aller dans les savonneries. Il y a un homme qui a tout compris. Il s'appelle Olivier Bossan. Il a su prendre la vague qui fait de la Méditerranée l'une des valeurs de référence du bien-vivre et de la résistance aux maladies cardiovasculaires. Il a créé il y a 4 ans une boutique spécialisée. Il fait venir des huiles d'olive de partout. Aujourd'hui, il possède 50 boutiques dans le monde. C'est à Paris qu'il avait commencé. Son succès, il a su jouer la transparence, dire d'où viennent les produits qu'il vend et les faire goûter. Alors là, on va tomber dans une structure d'huile d'olive qui va être un peu plus fraîche, encore plus fraîche, plus herbacée. Donc on va aller se promener dans un autre pays merveilleux. On est dans le sud de la Grèce, dans le Péloponnèse. Il y a des consommateurs qui rentrent et qui disent « moi je veux une huile qui a le goût d'olive ». Alors ça, c'est la grande phrase qu'on a à chaque fois. On va d'abord aller dans un endroit qui est formidable. On est dans la Sierra Subetica, c'est l'extrême sud de l'Espagne, dans un petit village qui s'appelle Baena. Les gens demandent bien souvent une huile, bien sûr, la Provence, qui est le mythe par excellence, ou la Toscane. Le Toscane, c'est cœur d'artichaut, fraîcheur et cœur d'artichaut. Fattoria di Gallie Vetrice, avec une olive frantoio. Le consommateur peut même connaître la cuve d'origine de l'huile qu'il achète. Entre 7 et 16 € le bidon d'un demi-litre. Olivier Bossan a ouvert des boutiques à Londres, au Brésil, à Tokyo et en Australie. À New York, il y en a déjà 3. Voilà la Méditerranée à New York. 3, dont une dans la luxueuse galerie marchande de la gare centrale de Manhattan. Cela ressemble beaucoup à celle de Paris. Elle marche même mieux qu'en France, en fait. Celle-ci vient de Manosque. J'aime ce parfum, c'est bon pour la santé et puis c'est très savoureux. C'est bon pour faire la cuisine et parfois j'en mets sur mon visage. Oh, c'est tellement bon. C'est comme si ça piquait dans la gorge. Cela pique car c'est du fruité vert. La quasi-totalité des huiles que l'on trouve dans ces boutiques sont fruitées verts. Elles se conservent mieux et plus longtemps que le fruité noir qui voyage moins bien. Lorsque les clients goûtent, ils comprennent vraiment pourquoi une huile de très grande qualité coûte $26, $32 le demi-litre. À New York, le même bidon coûte environ 40% de plus qu'à Paris. C'est peut-être cher, mais pour certains New-Yorkais, ce n'est pas un problème. Non, non, les prix sont raisonnables. New York réserve toujours des surprises. Au sud de Manhattan, à quelques pas de l'emplacement du World Trade Center, un marché fermier biologique avec un choix étonnant, plus large que sur bien des marchés de nos campagnes. Ça, c'est superbe pour faire. Alors là, vraiment, pour goûter les huiles d'olive, plein de salades différentes. Colocants.
On est vraiment sur un marché de Provence, un lundi matin pour calquer. Ça montre que les New-Yorkais sont quand même très sensibles aux produits vrais. Il n'y a pas que des produits de grande surface, des fast-food et autres sur place. Il y a quand même des gens qui aiment les vrais produits aussi. C'est sur cet engouement de certains Américains pour les produits sains et naturels d'une part, et d'autre part sur leur fascination pour la Provence, qu'Olivier Bossan est en train de réussir. Ses conseillers en marketing sont français, mais tous installés depuis très longtemps à New York. On peut faire Thanksgiving, ça sera effectivement, on va faire la dinde à l'huile d'olive. Quel conseil? On a lancé un concept complètement nouveau. L'année dernière, quand on a lancé la nouvelle récolte, c'était vraiment quelque chose, et notamment auprès de la presse, des médias, des journalistes gastronomiques. La plupart d'entre eux ne savaient pas qu'effectivement, on peut chaque année avoir une nouvelle récolte, que l'huile d'olive ne se conserve pas éternellement, qu'elle perd sa fraîcheur, ses qualités, son fruit. Les Américains sont curieux, ils ont une soif d'apprendre. Donc à partir du moment où on leur fait découvrir, on est vraiment au tout début de la vague. Quand les choses démarrent aux États-Unis, ça va très vite. Cela va tellement vite qu'Olivier Bossan est en train de concrétiser un rêve qu'il avait depuis quelque temps. Un gros projet, à la taille de la ville, à la taille même du pays. Oh, voilà, on y est. C'est à Soho, l'un des quartiers les plus à la mode, là où se trouvent la plupart des restaurants branchés, qu'il va installer une sorte de monument dédié à l'olive. Il veut y faire une huile américaine. Chaque année, il ferait venir des olives de Californie, il les presserait ici, et cela serait la cuvée de New York. Pour installer un moulin ici, la boutique qui est collée au moulin, la cuisine, tout l'espace cuisine ici, et des tables. Là, tu fais un truc géant, vraiment géant. Et l'événement, il est là, et vraiment, il se prête. On dirait vraiment que le local a été fait pour ça, ici. Et chacun repartira avec sa petite fiole d'huile d'olive nouvelle. Avec le petit flacon, voilà, avec numéroté, hein, comme il se doit. Toujours au cœur de Manhattan, l'un des restaurants les plus prestigieux de la ville, spécialisé dans le poisson. C'est un plaisir de t'avoir ici. Tu vas m'aider à faire des plats merveilleux avec ton huile d'olive. Mets ton tablier pour ne pas te salir. En fait, Rick Moonen, le chef américain, fait un menu toute huile d'olive. J'utilise de l'huile Ravida. Avec ça, je fais un sorbet. Elle a une saveur d'océan assortie d'un léger goût de céréales. Et ça marche très bien. Il y a une grande diversité de fruités. Exactement comme pour le vin. Vous avez du Riesling, du Chardonnay. Vous avez tellement de variétés et la palette des arômes est très large. C'est très bon, très appétissant. Délicieux. Vous mangez souvent de l'huile d'olive? Oui, mais jamais comme ça. Toujours avec de la salade et du vinaigre. Pas du tout sous cette forme-là. Je ne savais pas, c'est très intéressant. Le miracle de l'huile d'olive. En Amérique, ça va devenir la grande nouveauté. Je le prédis. Ce que j'aime le plus dans l'huile d'olive, c'est qu'on peut faire quelque chose de différent chaque jour. Et vous êtes sûr de ne pas répéter deux fois la même expérience. Et ça, c'est vraiment bien. Un menu toute huile d'olive jusqu'au dessert. Charlotte à la banane et aux figues, plus glace à la banane nappée d'huile. La Corse. En France, c'est la région du fruité noir. Ici, on attend que les olives soient mûres. On ne les cueille pas. Charles Moratti et son fils Olivier s'occupent de leurs 3000 arbres. On ramasse les olives qui tombent par chute naturelle à maturité.
Et ça permet, elle ne touche jamais le sol avec ses filets, ça permet d'avoir de la qualité et très peu d'acidité. Ça donne des huiles très douces, plus douces. On n'a pas ces goûts de verre, on n'a pas cette amertume en bouche. Et c'est des huiles qui ont des senteurs, bon, bien sûr, de maquis, vous avez vu, c'est tout autour du maquis, de noisettes, de fruits secs, de légumes cuits, de choses comme ça. Ces goûts du fruité noir sont décriés par certains amateurs et des techniciens de l'agriculture lui reprochent de mal se conserver, d'avoir une saveur rance, le chaumet. Les Corses, eux, tiennent à leur spécificité. Ils refusent l'idéologie dominante et disent qu'ils ont des alliés. Ce qui se passe depuis 10 ans que j'ai commencé à nettoyer des oliveraies, mon fils qui continue maintenant, il se trouve qu'on a une forte clientèle, une forte demande, surtout des pays nordiques, qui ne peuvent pas manger ces huiles qu'on appelle trop fruitées, amères. C'est certain que quelqu'un qui est habitué à manger des huiles très vertes et acerbes, il va trouver peut-être des légers chaumets. Et moi, je leur répondrai que quand je goûte des huiles vertes, je ne peux pas les avaler, tout simplement. En tous les cas, quelques Corses croient que cette spécificité leur vaudra bientôt une clientèle beaucoup plus large. Il y a 3 ans, Olivier Moratti a replanté 10 hectares. Il pense qu'il y aura aussi un boom sur l'huile de son île, comme il y en a eu en Provence. On commence à être connu, elle commence à être recherchée. Les gens savent qu'on fait de l'huile, savent qu'on fait de la qualité et ils recherchent ce type de produit. D'ailleurs, Santo Pietro, qui est le village qui domine la Conca d'Or, il avait pour dicton, les vieux disaient « Santo Pietro è un bello paese, quando la rive stanno appese, quando la rive cascano in terra, fuoco, peste e guerra ». Ce qui veut dire en gros, Santo Pietro est un très beau village lorsque les olives vont à maturité, lorsque les olives tombent avant, le feu, la peste, la guerre. Donc ça voulait tout dire, c'était la matière première, c'était la richesse du pays, c'était avec ça qu'on pouvait faire entrer des devises et que les gens vivaient, qu'ils s'en sortaient. Et puis tout a été à dégringolade, il y a eu 14, il y a eu l'abandon de la Corse, il y a eu les originaux qui sont arrivés d'Afrique du Nord, des prix dérisoires, et l'oliveraie a été abandonnée, arrachée, et plus personne ne s'en est occupé. Il y a un gros potentiel à faire et je suis content parce qu'il y a pas mal de jeunes qui s'y mettent, ils ont renouvelé des oliviers, et il y a des plantations qui se sont faites, des moulins qui se sont créés modernes aux normes européennes. Donc je pense que dans l'avenir, ça ira. Demain matin, il fera jour. Olivier Moratti envisage de construire un moulin, mais pour l'instant, il utilise les services du plus proche disponible à 70 km de chez lui. La tonne et demie d'olives recueillies la veille va donner 450 litres d'huile en Corse. Il faut 3,3 kg de fruits pour faire 1 litre. La moyenne ailleurs, c'est 5 kg pour 1 litre. Les olives sont toutes pressées en une seule fois et sans être chauffées. C'est vrai pour toutes les huiles faites dans le monde. Du coup, la mention « première pression à froid » sur les étiquettes n'a aucun intérêt. Pourtant, aucun producteur ne prend le risque de ne pas la mettre de peur que les consommateurs se détournent. Bon, elle est bonne, bien sûr. Ce sont des huiles très douces. 80% des huiles corses, c'est dans cette gamme-là. C'est pour ça donc qu'on est en train de créer un AOC pour revendiquer cette spécificité. Nous, c'est là-dedans qu'on veut aller. Je veux dire, on ne veut pas aller dans le sens de ce qui se fait ailleurs. Si on va faire la même chose qu'en Italie ou en Provence, ça ne nous intéresse pas. Nous, on a ce créneau-là et on veut continuer ça. Beaucoup d'autres producteurs dans le monde ont compris que faire de la qualité sera le meilleur moyen de gagner de l'argent. En Andalousie, il existe dans un village qui s'appelle Baena une vieille entreprise familiale. Ce sont les Núñez de Prado. Il y a 10 ans, Francisco Núñez de Prado a fait le choix de la qualité. Il a décidé de ne plus traiter chimiquement ses arbres. Tout ici est biologique. Une propriété à la dimension de l'Espagne, 700 hectares plantés de 100 000 oliviers. Auparavant, on y faisait des gros rendements pour la vente en vrac.
Francisco Núñez de Prado fait comme ses parents et ses grands-parents, le petit déjeuner à l'huile d'olive. La qualité en Espagne, c'est récent. Ça date d'une dizaine d'années. Il y a 10 ans donc, Francisco, le frère aîné, a décidé d'abandonner les gros rendements et le bas de gamme. Plus question de faire pisser l'olivier comme l'on dit de la vigne. Plus d'engrais, retour au naturel. Il voulait que les arbres soient sur un tapis d'herbe. Cette eau provient du fleuve voisin. Elle est stockée dans un grand réservoir grâce à des pompes. Cette irrigation n'augmente pas la production, mais elle permet surtout une meilleure qualité. Des investissements considérables et au bout du compte, une huile exceptionnelle. Ce sont des huiles dont les olives ont seulement été écrasées et non pas pressées comme d'habitude. Pour obtenir 1 litre de cette fleur d'huile d'olive, nous avons besoin de 11 voire même 12 kilos d'olives. Plus de 2 fois plus de fruits que pour une huile normale. Dans ce registre, on note le numéro de chaque bouteille de façon à conserver sa trace. On sait exactement de quelle parcelle de l'oliveraie est issue chaque bouteille et quel jour elle a été produite. Si un client nous donne ce numéro, on peut remonter jusqu'à l'arbre et même prendre une photo pour qu'il sache d'où vient l'huile de sa bouteille. Une bouteille d'un demi-litre qui coûte 10 €, 131 francs le litre. Il n'empêche qu'avec leurs 100 000 arbres, les deux frères produisent 1 million de litres d'huile. Pas loin du tiers de la production française. Monaco, l'hôtel de Paris avec son restaurant le Louis XV, 3 étoiles, depuis que Alain Ducasse en est devenu le chef il y a 15 ans. Alain Ducasse est aujourd'hui le cuisinier le plus célèbre de la planète. Il avait découvert la Méditerranée en 1976. C'est lui qui a imposé l'huile d'olive dans la grande cuisine. Depuis 1976, ma vie a changé, ma vie a basculé. À ce point-là? Oui, parce que la Méditerranée, ce sont des hommes, des femmes, des villages, des odeurs, des couleurs, des parfums. Tout ce qu'il y a autour de l'arbre symbole qui est l'olivier, pour moi, ça a une signification forte. Et pour moi, ce n'est pas une mode, pour moi, c'est une origine culturelle qui, aujourd'hui, plus que jamais, est en train de couvrir le monde de son goût. Alain Ducasse est le seul chef de l'histoire qui gère en même temps 2 restaurants 3 étoiles, celui de Monaco et à Paris, le Plaza Athénée. Il forme beaucoup de jeunes cuisiniers de grand talent. À Monaco, c'est Franck Ceruti, le chef. Nous, on fait toujours tout revenir à l'huile d'olive. Hein. Notre base, on n'a pas d'huile d'arachide ou d'huile de tournesol. On fait tout revenir à l'huile d'olive. C'est la base ici dans la cuisine? Ah, c'est la base. C'est la base. Et quand ça part, un peu d'huile d'olive comme ça, accrue. Voilà, c'est la signature, ça. On peut envoyer. Quelle civilisation, aujourd'hui, est plus forte en termes de courant que la civilisation méditerranéenne, quelle qu'elle soit, avec un fil conducteur commun? Et l'olivier, et ça fait partie de ce courant, qui est un courant fort, qui n'est pas une mode, puisque une mode ne peut pas être millénaire, puisque ça dure depuis des millénaires et c'est encore pour très longtemps un courant fort. Donc finalement, pour vous, l'huile d'olive, c'est quoi? Une religion.